Bonjour Ricardo, bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Ricardo, vous publiez un album surprenant à la recherche du Tintin perdu. Tout est parti d'un rendez-vous manqué. C'était parti D'un d'un rendez-vous rendez-vous manqué. manqué. OK. Oui, un rendez-vous que j'ai manqué. Oui, bien sûr. Quand j'avais 14 ans, mon père allait en Europe. Il m'a dit que je pouvais aller avec lui. Euh, je lui demandais je voudrais connaître Hergé. Il voulait euh, me présenter pour la Tour Eiffel, il voulait me présenter pour Mona Lisa et tout ça. Et j'ai dit non, papa, je voudrais connaître Hergé parce que c'est mon héros. Je lisais les bandes dessinées de Tintin. Il était publié au Brésil à ce moment. Euh, il était un grand héros pour moi et je voudrais lui connaître. Alors, il a dit, d'accord, on peut y aller, écrit pour lui, s'il répond qu'il peut nous recevoir, on y va pour Bruxelles, on ira à Bruxelles pour faire ces rendez-vous-là. J'ai écrit une lettre, il m'a répondu la lettre. J'ai envoyé quelques dessins ensemble avec la lettre. Il m'a répondu, il m'a dit qu'il était en vacances à ce moment-là, le même jour que j'étais avec mon père en Europe. Il a dit non, je suis en vacances en Italie. Pour ça, je ne peux pas te recevoir, mais je te désire beaucoup de chance parce qu'il y a un bon dessin, vous avez un bon dessin et tout ça. J'étais vraiment déçu pour ça parce que je voudrais connaître. J'étais, il faut, c'est pas vrai, il n'a pas vraiment une vacance en Italie et tout ça avec sa femme. On a vérifié dans les biographies, il était bien en Oui, Italie. il était en Italie. Maintenant, je sais que c'est vérité, mais à ce moment-là, je voudrais lui connaître. J'étais un enfant, alors, mais j'ai reçu le lettre. J'étais un peu heureux avec ça parce que la lettre, c'était gentil. Et tout. J'ai gardé la lettre pendant plusieurs années, mais maintenant, quand je commence à faire cette bande dessinée-là, j'ai dit, tout ça commence par la lettre. Oui. Alors, il faut retrouver la lettre. Et je suis allé chez ma mère, je suis allé, j'ai beaucoup cherché, mais je n'ai pas trouvé la lettre. Ah là là. Alors, la plus importante chose, c'est que je suis allé au musée Hergé il y a quelques jours. J'ai parlé avec quelqu'un là qui m'a montré une photo que Hergé était vraiment en Italie pendant le mois de septembre de 1971. 71. 71. Ouais. Alors, on lit en préface de l'album, c'est peut-être une question pour Olivier, ça, que les ayants droit d'Hergé ont demandé quelques modifications à l'album. Oui, pas tout à fait. L'ayant droit d'Hergé, ou plutôt ses avocats, ont demandé aux éditions Sepia de retirer le nom de collection Zoom sur Hergé, au prétexte extrêmement curieux que le nom d'un auteur fameux du XXe siècle serait devenu une marque. C'est très étonnant, je ne commente pas. Et l'éditeur, on lui a demandé donc de retirer le logo. Ça a été un petit peu violent et donc l'éditeur a pris un peu peur et s'est dit que si on montrait Tintin et Haddock sur la couverture, même si c'est la représentation d'une image réelle dans une rue de Bruxelles, ça pourrait peut-être causer des problèmes. Et il a demandé à Ricardo de modifier une dizaine de dessins de l'œuvre pour que ça ne fasse pas adaptation non autorisée. Le résultat est un petit peu curieux, mais ça ne change vraiment pas grand-chose à l'album. D'accord. Mais ce n'est pas une demande de l'ayant droit direct, celle-là. D'accord. OK. Alors, plus qu'un album autour d'Hergé, ce livre est une autre façon de raconter l'histoire de la bande dessinée des 60 dernières années. Est-ce un peu comme ça que vous l'avez conçu? Oui, bien sûr. J'ai toujours aimé la bande dessinée. Je voudrais être un dessinateur de bande dessinée pendant toute ma vie. Je suis même venu en France pour
essayé en 1982. J'ai passé 8 mois ici à Paris. Je suis allé à Métal-Hurlant, je suis allé à Suivre, chez Casterman, Manoïde Associé, même Pilote avec Dargaud. Ils ont très bien, ils m'ont reçu avec beaucoup de gentillesse, on peut dire ça. Ils étaient gentils. Les éditeurs, je parlais avec les éditeurs, Jean-Marc Thévenet, Jean-Paul les Mougère. éditeurs, oui. Ils m'ont dit, dessine très bien, mais le scénario, c'est pas ce qu'on demande, ce qu'on veut. Alors, il faut faire une autre chose. Et après quelques mois ici, je suis retourné au Brésil pour faire l'argent, pour donner un peu plus de force pour retourner avec la bande dessinée. J'avais déjà compris le marché, mais quand j'étais là, les choses changeaient dans ma vie et je n'ai jamais fait une autre bande dessinée depuis 1983. Alors, ça fait 40 ans. Et maintenant, 40 ans après, je trouve mon rêve. C'est ça que ce livre dit. C'est dit parce qu'en 2013, alors 10 ans avant, peut-être à peu près 10 ans, je suis allé à Bruxelles pour visiter le musée Hergé. C'est là que tout commence, tout recommence, on peut dire ça, recommence là-bas. Parce que je suis allé pour visiter le musée Hergé et à ce moment, j'ai senti comme si j'étais finalement avec le rendez-vous avec Hergé. Ah, maintenant, j'ai les rendez-vous que je n'ai pas eu en 1960. Alors, je pense, ah, c'est maintenant et quand j'étais dedans le musée Hergé, ça, c'était étonnant pour moi parce que j'ai fait une chute dans l'œuvre d'Hergé. C'était comme si je parlais avec lui parce qu'il y a des vidéos, des interviews avec lui que je pouvais voir. Il y a le dessin, la façon le backstage du travail. Alors, je sentis comme si j'étais dans le studio Hergé quand j'étais petit. Alors, j'ai sorti du musée très émouvé, c'était étonnant pour moi, ému, j'étais ému. Et je suis retourné au Brésil et dit, qu'est-ce que tu as fait avec ton rêve d'être dessinateur de bande dessinée? Pourquoi pas ne faire pas maintenant? Alors, j'ai commencé à penser que j'avais 66 ans à ce moment, 60, non, 56 ans à ce moment, et je pensais, non, je n'ai pas plus le temps. Alors, mes parents étaient malades, étaient à la fin de la vie. Ils ont été morts 1 an après, 2 ans après. Et je regardais pour la vie, la finitude de la vie, qu'il peut être fini. Alors, et je pensais tout le temps que je dois faire ce que je voudrais faire toute ma vie. Alors, j'ai commencé à dessiner ces bandes dessinées-là. C'était un tribut, c'est vraiment un tribut, un hommage pour la bande dessinée, mais plus pour le créateur de la bande dessinée. D'accord. Ça reste aussi une autobiographie. Oui, c'est bien comme ça que je l'ai lu. Parce que tout ce que vous nous racontez, Ricardo, tout est raconté dans la bande dessinée. Alors, en Europe, si on n'est pas curieux, on est facilement enfermé dans la BD franco-belge. Et votre album, je trouve que c'est une ouverture sur le monde. Quelles sont les différences d'influence qu'ont eu sur vous la BD américaine et sud-américaine par rapport à la BD européenne? Bon, au début, quand j'étais petit, quand j'étais vraiment un enfant, 10 ans, jusqu'à 10 ans, je connais presque seulement les bandes dessinées américaines parce qu'ils étaient publiés là-bas, les comics. Alors, je connais Batman, je connais Tarzan, je connais Superman, mais je ne connais pas la BD franco-belge, sauf Tintin. Et quand j'avais 10 ans, j'ai trouvé dans une librairie la BD franco-belge. Alors, j'ai commencé à faire la différence parce que la BD américaine, c'est plutôt l'aventure de super-héros.
Et la BD européenne, c'était quelque chose de différent, complètement différent. C'était une chose plus profonde. Il y avait beaucoup d'histoires que j'ai découvert à ce moment-là. Même s'il y était l'humour, comme Astérix, par exemple, il y a quelque chose dedans qui c'est plus fort que seulement un livre pour lire et pour jeter. C'est quelque chose pour garder. Il avait l'album encore avec les couvertures dures. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Et ça change beaucoup la façon de voir la BD européenne. Je pense que la BD européenne, c'est plus profonde, plus artistique, plus autorale que la BD américaine. La BD américaine, c'est plus industriel. Et par rapport à la BD d'Amérique du Sud, je pense à l'Argentine, qui est un gros producteur de bande dessinée. Oui, oui, l'Argentine, c'est... J'ai connu l'Argentine, c'est drôle ça, mais j'ai connu l'Argentine par l'Europe. D'accord. Parce que Brecht, Alberto Brecht, Munhoz et Sampaio, tout ça a été publié en Europe, en Italie, en France. Hugo Pratt, c'est un Italien, mais il est allé à Argentine aussi. Alors, j'ai commencé à lire la BD argentine plutôt pour Mafalda était en succès là-bas, Kino avec Mafalda, mais au Brésil. Mais pas beaucoup. Maintenant, après que j'ai connu la BD européenne, après que j'ai commencé à suivre, par exemple, il y a beaucoup des Argentins et tout ça. Alors, j'ai connu les Argentins par l'Europe, par la France. Ça, c'est drôle de penser. Et la BD argentine, c'est superbe. C'est extraordinaire. Ils sont expérimentaux, dans le travaux. Alberto Brecht, c'est un génie majeur Oui. de la bande dessinée. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un éditeur français qui s'appelle iLatina qui a pour mission Oui. de traduire la bande dessinée argentine. Oui, je connais. J'ai vu, j'étais en Angoulême, j'étais à son stand, je regardais tout le livre. Ils font seulement non, pas seulement, mais plutôt la BD argentine. Ils font très bien de faire ça. Alors, revenons à l'album. Alors, Pratt, Manara, Moebius et Herman sont les 4 auteurs qui vous accompagnent le plus dans cet album. Est-ce que vous les avez déjà rencontrés dans votre carrière? Seulement avec Hugo Pratt. D'accord. J'étais avec lui ici à Paris en 1982. J'ai entré dans une librairie. Je raconte ça au livre. Quelques minutes, quelques instants. Il a regardé mes dessins et dit quelque chose et je suis parti. Le seul que j'ai vraiment rencontré. Mais ils sont mes héros. Mes héros pendant toute ma vie. Je suis venu en France pour publier en 1982, pour essayer de publier en 1982, parce que j'ai lu la Métal Hurlant. Et Moebius était le plus grand à ce moment-là pour moi. Alors, Moebius, c'est très important. Herman, je pense qu'il est un dieu. Il travaille très bien avec le dessin, le pinceau, la technique. Et je regarde toujours, je suis un dessinateur, alors je regarde toujours pour la technique de dessin. Et il a beaucoup enseigné, on peut dire ça. Influencé, mais donné des classes, même en cours de dessin. Quand je regarde le dessin, Bernard Prince, Comanche, le personnage que j'aime un peu. Alors, c'est pour ça qu'ils sont destaque là, parce qu'ils sont pour moi ils ont des autres. Il y a aussi Goscinny, je trouve que c'est un génie majeur. Il y a Will Eisner, c'est géant aussi. Il y a d'autres qui sont là. Il à peu près... Justement, Goscinny qui a grandi en Amérique du Sud. Oui, ça c'est curieux. Est-ce que vous avez envoyé l'album à Manara et Herman? Si je vais envoyer, oui, je voudrais bien donner un dans ma main. Voilà. J'ai montré pour quelques dessinateurs. J'ai déjà montré quand je trouve, je montre. Ils sont vraiment très, très, très émus. Ouais, j'étais avec Ricardo l'autre jour au Collège de France où il y avait une conférence de Benoît Peters qui donne des cours pour l'instant et il était avec Skuyten et on a montré l'album à tous les deux et Skuyten regardait et, oh, c'est beau, c'est quand même bien torché hein, ça. Non, il a dit qu'il était dit,
ah, c'est une bonne idée d'avoir tout le dessinateur, cet hommage-là pour tout le dessinateur. J'ai monté pour Eduardo Risso, par exemple. Il était étonné, c'est en argentin aussi. Il a dit, waouh, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Je suis là. Il y a des autres qui n'étaient pas là, qui ont regardé le livre, qui m'ont demandé, je peux être là? C'est drôle. Oui. Je Alors, suis allé à Lucca, le festival oui, Lucca. festival en Oui, Italie. je suis allé au festival Lucca. J'ai parlé avec le directeur du festival, montré le livre. Il n'était pas prêt, mais il était au milieu. J'avais des pages, j'ai montré les pages, j'ai raconté l'idée centrale du livre. Il a beaucoup aimé. Et à la fin, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas, hein, parce que le livre, vous voulez participer du festival? Non, le livre, c'est pas prêt, hein, il n'est pas imprimé, je n'ai pas un livre. Alors, comme je peux demander pour être au festival? D'ailleurs, je peux te donner une carte, un pass pour aller. Non, ça, c'est gentil, j'aimais ça. Mais je peux te demander une chose En retour. en retour? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Elle a dit, je peux mettre, tu peux mettre, vous pouvez mettre Luca dedans, la BD. Je n'avais pas pensé de mettre le festival. À ce moment, quand il a dit ça, il était 2019. Alors, quand il m'a dit ça, je pensais, wow, c'est vraiment un trou qu'il faut mettre là, en hommage pour la BD. Il faut le plus important festival. Alors, je suis allé pour Lucas, je suis allé à Angoulême, et même aussi, même au Brésil, il y a CCXP, c'est géant aussi, pour montrer le festival, le plus grand festival du monde. D'accord. Alors, au fond, cet album démontre que les rêves sont bien plus forts que la réalité. Mhm. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu démontrer? Bien sûr, bien sûr. Je parle de ça parce que le rêve, c'est plus fort, c'est plus réel que la réalité. La réalité change tout le temps, il y a différentes façons de voir la même chose, les gens peuvent voir, mais le rêve, ça c'est fort, ça c'est dedans nous. Il y a même une sentence écrite au musée Hergé, qui Hergé a dit, qui renforce cette idée-là, c'est à force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité. Ça c'est Hergé, c'est pas Ricardo, c'est Oui, Hergé. Donc, ça va très bien avec le livre. Alors, vous dites avoir la nostalgie du futur. Comment Mhm. définiriez-vous cet état? Ouais, parce que j'avais dit, comme j'avais dit, j'avais mes parents à la fin de la vie, j'ai commencé à penser sur le temps, sur la vie, sur qu'est-ce que je dois faire, l'importance de ne perdre pas de temps. Et j'étais beaucoup réflexive à ce moment-là, quand j'ai commencé la BD. Et, et je pensais que ce qui a passé était plus grand que ce qu'il y a encore à vivre. Alors, j'ai commencé à penser que le futur, il faut penser au futur. Alors, j'ai commencé à faire des projections dans ma tête, dans mon esprit. Qu'est-ce qui va venir? Alors, j'ai commencé à sentir la nostalgie du futur. Ça, c'est étrange, mais ça vient. Oui, c'est une Ça très vient. jolie expression. Alors, les pages de garde sont fascinantes. On passe des heures à les regarder, hein. Ah, En ouverture, vous vous représentez aux côtés des plus grands noms du 9e art. oui. Beaucoup ont disparu. Est-ce que ces disparus vous ont parlé pendant la réalisation de ce dessin? Bon, oui, bien sûr, il y a des gens là qui, quand j'ai dessiné ça, ils étaient encore vivants, des autres qui sont morts au milieu du travail. Mais je fais ces dessins très spécial pour moi, parce que je fais ça quand j'avais fait 60 ans. D'accord. J'ai dessiné ça pour le livre. Je savais déjà que le livre était, je travaillais au livre. Alors, je pensais, c'est pour là que c'est moi, comme je suis aujourd'hui, comme l'enfant. Ricardo, c'est là avec le Superman, que j'avais ces photos-là. Et ce sont des ailes, oui, des ailes, comme si c'était des ailes, qui me donnaient des ailes pour voler, pour rêver,
être créatif. Ce sont eux qui ont donné. Alors, j'ai fait une petite liste de Oui. ce qui sont les plus importants. Quels sont les plus importants? Alors, j'ai écrit dans un feuille de papier, je vais mettre la face de Hergé, de Ziraldo, qui c'est un géant au Brésil. Il y a encore Lauro Prat, Mébius et tout ça. Je fais le dessin. Je pensais que ça va être Lagarde. 5 ans après, c'est Lagarde. Ce qui est intéressant, on peut le dire, bon, on retrouve en fin de livre toute la liste des portraits et aussi toute la liste des gens à qui vous rendez hommage, page par page. C'est Oui. très intéressant pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, parce qu'il y a les personnages, Ah les oui. auteurs les plus connus, on les reconnaît facilement, mais c'est vrai qu'il y en a certains dont on n'a pas forcément le visage en tête et ce petit récapitulatif en fin de livre est très intéressant, quoi. Oui, et ça, c'était vraiment important pour moi parce que je voulais faire hommage pour le créateur de bande dessinée, pas pour les personnages. Ouais. Les personnages ne sont là. C'est vraiment le créateur qui sont hommagés là. Il n'y a pas de personnages qui arrivent à faire quelque chose avec moi dans la BD. Il y a des personnages qui peuvent apparaître là ou là, mais à côté, mais c'est vraiment les auteurs. Alors, il faudrait montrer pour le lecteur qui ne connaît pas la face qui est qui. Oui. Après, encore une autre chose très importante. Je donne le livre, je pense, dans ma opinion, que c'est le plus important de lire si quelqu'un ne connaît pas l'auteur. Oui. Alors, c'est un guide aussi. Tout à fait. Alors, justement, pour rebondir sur les personnages, là, on les voit dans la page de garde de la fin de l'album. Oui. Alors, c'est une fresque aux multiples personnages. On pourrait en parler longtemps. Je voudrais juste revenir sur un duo qui cartonne dans son pays, mais qui n'est pas assez connu ailleurs. Et moi, c'est une de mes madeleines de mon enfance aussi, parce que moi, je viens du Pays Basque, à côté de la frontière espagnole. Et ces personnages, c'est Mortadelo et Filémon, de Oui. Francisco Ibáñez. Et il Oui. semble un peu blacklisté en France et en Belgique parce qu'il est considéré par beaucoup comme un plagiaire de Franquin. Alors, quelle influence a-t-il eu sur vous et pensez-vous qu'un jour son talent sera enfin reconnu au-delà des frontières espagnoles? Tout le monde qui aime la BD au Brésil le connaît ces personnages. Il est très, très bien aimé pour le lecteur de bande dessinée, pour les lecteurs qui sont des fans de bande dessinée. Ils ont été publiés au Brésil. Oui, parce Alors, quand j'étais… en français, il y a eu 8 albums qui ont été publiés fin des années 70, début des années 80 par les Oui. éditions Mon Journal. Mais après, ça s'est arrêté là. Je pense qu'ils sont incroyablement drôles. Oui. Le dessin, c'est super, c'est super. Pour moi, ils sont dans mon panthéon de la BD. Pour moi, ils sont dans le panthéon de la BD. Ils étaient publiés au Brésil. Ils sont encore dans la tête de plus vieux, peut-être, mais je pense qu'ils doivent être reconnus, l'auteur aussi, le dessinateur, ils doivent être reconnus comme des majors. On en parlait juste avant en préparant l'entretien. Il n'avait pas fait le rapprochement avec Franquin. Et là, il m'a dit ah oui, c'est vrai, ça fait penser un peu à Franquin. Oui. Et c'est notamment sur un autre personnage qu'il a créé, un groom qui a tout à fait le visage de Gaston et qui est habillé comme Spirou. OK. J'enverrai Olivier une image Ouais. sur Messenger. OK. Mais je n'ai jamais fait cette liaison-là. Et maintenant que vous m'avez dit, je peux, peut-être, mais il y a beaucoup de liaisons entre beaucoup de personnages. Si on pense comme ça va arrêter la bande dessinée. Tout à fait. Alors, maintenant que vous avez remis les pieds dans la bande dessinée grâce à cet album, après plusieurs années d'interruption, est-ce que vous comptez poursuivre? Oui, bien sûr. J'ai déjà une bande dessinée dans ma tête. Je travaille un peu je travaille le scénario, j'écris quelques idées. J'ai une idée. Quelques croquis. Mais je suis encore dans ce livre-là. Oui. Alors, mais de toute façon,
il y a peut-être 1 ou 2 ans que je travaille ma tête pour faire une autre chose. C'est difficile d'arriver à la fin d'une journée comme ça, hein. Alors, c'est difficile de trouver un autre qui soit si fort comme celui-là. Était 10 ans travaillant ça, alors, mais j'ai déjà un autre livre à faire, j'ai déjà une autre idée. Euh, on va voir comme ça va marcher. Moi, j'ai vu quelques esquisses qu'il a faites sur un carnet qu'il a acheté ici. Il commence à prendre des notes et ça va. C'est une chose complètement différente de ce livre-là. C'est notre idée. C'est plutôt comme s'il était 2 livres dans un. D'accord. OK? Alors, Là, il change le style de dessin. Et on peut voir une chose, on peut voir autre chose. Mais il faut commencer à faire pour sentir la... Parce que quand on fait un livre, j'ai déjà fait des autres livres, mais pas de bande dessinée. J'ai fait des autres livres sur mon travail, à la communication, design, tout ça. Mais il y a un moment que l'auteur, il a le contrôle du livre. Et quand il avance, le travail avance, il y a un moment que le livre contrôle l'auteur. d'accord, Le oui. livre dit qu'est-ce qu'il doit faire. Ah, C'est le plus fort moment, quand on sent que le livre, comme c'est, non, il faut encore mettre ça, il faut encore. C'est le livre qui travaille ma tête, c'est pas moi qui travaille le livre. Je ne sais pas si j'ai ah oui, si, bien expliqué. c'est très intéressant comme réflexion, ouais. Quand le livre prend la main sur son créateur. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, une exposition a lieu en ce moment même chez Artmaniac à Paris. Que peut-on y voir? Oh, à peu près 40 originaux de livres qui sont là. On a choisi quelques-unes qui sont très importantes parce qu'ils montrent. Il y a quelques-unes que je pense qui sont très bien dessinées. Bon, j'aime le choix, hein. Alors, il y a des gens qui aiment voir un, j'aime plutôt l'autre, mais il y a à peu près, je crois que ce sont 40 originaux qui sont là. Par exemple, la couverture est là, euh, la page de garde est là, avec le personnage là, elle est montrée là, on peut voir l'original grand comme ça, très près. Il y a des pages de noir et blanc aussi qui sont jolies pour moi. Bon, il est tout là. Alors, on aura aussi comme que dit, la dédicace du tirage ce soir. Après, ce soir, juste aujourd'hui, on aura la dédicace du livre, le tirage de tête est là. Bon, c'est tout. Impeccable. Alors, pour revenir à Hergé et à Tintin, s'il ne fallait garder qu'un seul album, lequel choisiriez-vous? Bon, c'est toujours difficile de dire ça, hein, parce qu'il y a des moments dans ma vie qu'un album m'a touché plus que l'autre. Quand j'étais plus jeune, c'était cette boule de cristal, même trésor, le le rouge. C'était plus aventureux. Après, il y avait Vol 714. C'était très important parce que j'ai vu sortir. J'ai acheté à la sortie. Alors, c'était émouvant pour moi pour avoir un nouveau Tintin qui s'est sorti, tout ça. C'est une aventure très intéressante. Pour moi, ça touche bien. Mais si je dois choisir, c'est c'est difficile parce qu'il y a Lotus Bleu, mais je crois que c'est Tonton Tibet. D'accord. Ouais. Alors, terminons par une question philosophique en écho à cette recherche du Tintin perdu. Est-ce qu'un adulte peut encore ressentir le bonheur intense de l'enfance? Non, non. La réponse, c'est vraiment non. On peut essayer. Plus que ça, on passe toute la vie, c'est psychanalytique ça, d'accord? On passe toute notre vie derrière, cherchant, essayer de sentir les choses qu'on a senties dans l'enfance. C'est Freud qui a dit ça, c'est pas moi, hein. Mais de toute façon, ce que je peux dire, c'est que
on peut sentir différentes émotions, mais la émotion qu'on a sentie là, c'est plus forte parce qu'on était une feuille de papier en blanche, comme ça. Quand on est, alors, il a beaucoup, les marques sont plus fortes quand on est enfant. Möbius a dit une chose dans une interview qu'il a donné pour Nouman Sadou. C'est très intéressant, je lis les livres. Il dit une chose que il-même, je m'ai reconnu en ça, il a dit, je sentis des émotions quand je lisais mes BD, mes bandes dessinées quand j'étais enfant. Je n'ai jamais arrivé de sentir la même chose. Le plus proche que je pouvais sentir de ça, c'est quand j'ai commencé à faire mes bandes dessinées. D'accord. Quand il dessinait, il créait le bande dessinée, c'est le plus proche, pas vraiment si fort comme il était quand il était en enfance. Alors, je pense que c'est comme ça, mais il faut aller à la recherche de notre Tintin perdu. Ouais. Donc, tout le monde a son Tintin perdu? Oui, bien sûr, bien sûr. Le Tintin, c'est 2 temps. Voilà, temps. À la recherche de temps perdu, pousse. À la recherche de Tintin perdu, c'est presque temps depuis. Tout le monde a ses madeleines. Oui. Bon, mais voilà, à la recherche du Tintin perdu, c'est paru aux éditions Sepia. Merci beaucoup, Ricardo. Merci beaucoup, Olivier, pour cet entretien. Avec plaisir. Un entretien vidéo sur Boulevard BD. Merci, Laurent. Une bonne journée. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Et voilà.